Le concept de Rambo, c'est plutôt simple. Un mec, seul contre le monde entier, capable de fumer une armée entière avec une M16 et des gros bras. Eh bien, en NBA, certaines équipes ont un peu leur Rambo. Curry, Doncic, Harden à l'époque Rockets, ces joueurs exceptionnels peuvent porter leur équipe à bout de bras. Mais cette dépendance à un seul joueur est-elle de bon augure? Parce que si Rambo finit toujours par gagner, ça se termine rarement comme ça en NBA. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, on va se pencher sur les équipes un peu trop dépendantes de leurs stars sur le terrain, parce que nous aussi, chez l'analyste, on est dépendant de ces deux-là qui sont juste en face de vous. Florian Tixi et Raphaël Delavaux sont avec nous. Est-ce que vous avez la forme, les gars? Et bah la forme, ouais, on est bien en place, on a envie de porter la balle pendant 20 secondes et de mettre un petit shoot à 3 points à la fin de la possession. Moi j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Eh bah écoute, Moi, quand tu me Florian. présentes comme ça, j'ai forcément la forme, hein, tu sais. Ah bah oui, Florian nous disait en off, c'est un épisode pour lui. Bon les gars, on commence tout de suite. On va parler de ces équipes qui dépendent beaucoup trop d'un joueur, dépendent d'un joueur. Au final, toutes les équipes dépendent de leur star, hein, évidemment. Mais il y a certaines équipes qui sont à un degré de dépendance quand même plutôt inquiétant pour la suite, notamment en playoff. On va parler, Florian, je te laisse commencer, potentiellement des Warriors, des Mavs, qui dépendent de Curry, de Doncic et d'autres équipes. Éclaire-nous là-dessus. Bah, comme tu dis, en fait, ce qui est intéressant dans ce début de saison, c'est qu'on remarque pas mal d'équipes, et même depuis dans l'histoire de l'NBA, qui dépendent énormément d'un joueur en particulier. Pour moi, je ferais la distinction entre deux systèmes. Une équipe qui dépend d'un joueur parce que le mec est trop fort, elle est un peu catastrophée en fait, et elle a que ça comme système. Mm. Et ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est justement avoir un porteur de balle sur lequel tu bases tout ton système parce que c'est un porteur de balle supérieur et tu vas jouer des pick and roll et en fait tu joues sans système parce que ce mec-là est tellement fort que tu vas lui donner la balle et voir ce qu'il fait avec. Aujourd'hui, l'héliocentrisme, quand on le voit avec les deux exemples évidents, Atlanta, Dallas, c'est le modèle de construction d'une franchise par excellence. On cherche son porteur de balle principal. Et après, il y a l'exemple des Warriors parce que Steph Curry surnage dans un effectif qui galère un peu trop. Dans le futur, on verra notamment Détroit ou Charlotte qui opèrent un peu dans ce Ouais. même système avec Kate Cunningham et la Melo Ball. Euh, Avoir un porteur de balle alpha, c'est la première étape favorisée dans un process de reconstruction. On le voit aussi avec Indiana et Theresa Haliburton, par exemple. Comme tu le disais, on a des exemples évidents qui a vraiment la draft 2018 en fait avec les Hawks et les Mavs entre Luka Doncic et Trae Young. Toi, tu parlais des Warriors. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est notamment les Warriors. C'est un peu plus compliqué de le Ouais, comprendre parce qu'on sent oui. qu'ils sont on sent qu'ils sont dans un mauvais mood. Est-ce que ça va durer toute la saison? Moi, j'ai préféré. Je sais pas si Raph, tu vas plus parler des Warriors. Je pourrais te les laisser, mais moi, j'ai vraiment axé ma réflexion sur les Hawks et les Mavs. Par exemple, Trae Young, pour comprendre, c'est 35% d'usage. Et quand il est sur le terrain, il fait 40% des passes décisives de son équipe. C'est énorme, en fait. La moitié du jeu de son équipe passe par lui. Lucas Doncic, c'est 40% d'usage et 45% de passes décisives quand il est sur le C'est terrain. fou. Donc, c'est les deux plus gros porteurs de balles de l'histoire depuis, avec Russell Westbrook en 2017 et James Harden en 2018. C'est des chiffres qui sont aberrants et on voit que ça gagne plus ou moins. Stephen Curry est en train de faire la même chose, mais je pense que c'est plus parce que les Warriors sont dans une brave galère en tout cas. Bien sûr. Toi Raphaël, j'imagine que tu es plutôt d'accord avec les exemples qu'a donné Florian. Est-ce que tu as. Parle-nous peut-être un peu des Warriors. Je sais pas de quelle équipe tu as envie de nous parler. Bon, je vais parler un peu de tout, mais pour les Warriors, là, je pense au début de saison, il est un peu hors du temps par Ouais. rapport à toute leur construction, on va dire. En fait, ils ont beaucoup eu aussi bah, par exemple, il y a beaucoup de Draymond Green qui prenait la balle, mais de façon très différente. Lui, il était là vraiment pour poser le jeu et faire des passes et que les mecs passent autour des écrans. En ce début de saison, c'est un peu plus compliqué pour les Warriors, donc je pense que Curry est un peu au secours de cette catastrophe, on va dire collective. C'est pas une catastrophe, hein, c'est un mauvais début de saison, mais je pense qu'ils vont se reprendre et que son usage rate va baisser au fur et à mesure de la saison. Mais clairement, je pense que ça peut poser problème parce que en fait, c'est un peu un cercle vicieux, j'ai l'impression. C'est plus l'équipe va mal, plus il prend la balle, plus il est fort, plus les mecs n'y arrivent pas non plus, et plus ça continue. Donc c'est un peu plus compliqué. Et je vais juste donner deux autres exemples, comme tu le disais, Doncic et il y a Giannis, mais c'est un exemple un peu différent dont on parlera après, qui sont quasiment à 40 de usage rate avec du coup des mecs qui font pas mal de passes D, surtout pour Doncic. Faut pas oublier par exemple des mecs comme Embiid aussi. Embiid, c'est 37,5 de usage rate en ce début de saison, c'est énorme, clairement. Ok, il n'y a pas Harden depuis quelques matchs, mais aussi on a un autre exemple avec un pivot qui aussi garde beaucoup la balle en main. Donc là, clairement, il y a plusieurs modèles. Donc là, en termes de ball handler, on a plusieurs modèles
par rapport à la dépendance d'un mec avec le ballon. Et souvent, comme tu le disais, c'est pas mal de ball handlers qui ont ce usage rate en ce début de saison. Tu as Morent qui est à 36,3 en ce début de saison, c'est énorme. Trae Young à 35, Shai qui est à 32. Donc clairement, là, sur ce modèle-là, c'est des mecs, comme tu le disais, qui sont beaucoup trop forts et tu bases toute ton attaque sur des gars comme Morent, Ce qui comme est Trae normal. Young, comme Shai. Normal, on va dire, ouais, parce que personne peut les arrêter, clairement. Il n'y a aucun défenseur NBA qui peut les arrêter sur 48 minutes, c'est impossible. Mais donc je pense qu'il y a plusieurs modèles différents de construction et que pour gagner, c'est un peu compliqué d'avoir des mecs qui sont à un usage rate totalement indécent comme Doncic, comme Westbrook il y a quelques années, comme Harden. Mais c'est un modèle qui peut marcher en saison régulière déjà, On va en qui va te parler. faire gagner des matchs. Hein. Les stars font gagner des matchs en saison régulière, on le sait très bien. Donc ça peut être une solution à court terme. Je pense qu'à long terme, c'est un peu plus compliqué, mais ça on le verra après de toute façon. Bah, alors, pour le coup, tu as un peu introduit le sujet, Raphaël. On a des exemples historiques d'équipes qui se sont cassées la gueule en ayant ce système d'ultra dépendance assumée pour certaines à leur franchise player. L'exemple le plus récent et peut-être le plus parlant, Florian, c'est celui de James Harden avec les Rockets en 2019, où Harden, on voit 36 points de moyenne par match en saison régulière. En saison régulière, il porte les Rockets à bout de bras, mais il arrive, il est cramé en playoff. Et puis, bah, au final, c'est facile de s'adapter à ce système. Ah, c'est ça exactement. En fait, en saison régulière, les matchs s'enchaînent tellement rapidement, il y a tellement de matchs que tout ton playbook, tu peux pas adapter un playbook entier à la hauteur du talent d'un mec comme James Harden. Et Parce bah oui. que en saison régulière, les équipes n'ont pas le temps de s'adapter à la hauteur de ce talent-là, et un mec comme James Harden va réussir à s'adapter et à performer soir après soir et à gagner des matchs. Surtout que pendant la saison régulière, il y a des équipes qui lâchent des matchs, etc. Donc ça profite aux équipes qui basent toute leur attaque sur du talent pur parce que ça fait gagner des matchs. Malgré tout, tu ne peux pas baser ton système que sur ça. Ça marche en saison régulière, surtout en début de saison, comme tu disais, parce qu'il y a la fatigue à un moment qui rentre en jeu. Et en playoff, c'est une série de 7 matchs. Tu as le temps de t'adapter, tu as le temps d'envoyer des mecs, tu as le temps de baser ton système défensif pour contrer ce mec-là. Et on le voit très bien que ça n'a pas marché avec James Harden la dernière fois. Et on peut voir, moi j'avais noté un autre exemple avec les Mavs l'an dernier. Les Mavs Mm. l'an dernier qui jouent avec un usage rate monstrueux de Luka Doncic, qui leur fait passer un tour, qui leur fait passer deux tours face à des défenses qui sont assez moyennes. Tu arrives en finale de conférence contre une défense de top niveau, qui ont le temps et qui ont l'habitude de gérer ce genre de joueurs-là. Ça se casse la gueule parce que tu as un système où tu as des top défenseurs, tu as un système, etc. Et on le voit notamment de nouveau cette année avec Luka Doncic. Luka Doncic a des chiffres dans le quatrième quart-temps qui chutent. Parce que quand tu as un usage rate qui est si important que ça, au bout d'un moment, tu ne peux pas tenir cette cadence là Ah sans oui. un second playmaker à côté pendant tout le match. Donc il y a beaucoup de côtés positifs, gagner en saison régulière, faire de gros chiffres, etc. Ça fait parler de ta franchise, ça fait parler de ton joueur, c'est super top, tu as des chiffres super intéressants, mais à long terme, c'est vraiment pas. C'est assez rare de voir une équipe gagner à long terme comme ça. On parlait des Warriors, les Warriors ont gagné avec un héliocentrisme autour de Curry, avec des shooters d'élite dans les coins et avec un second playmaker all-time comme Draymond Green quand même. Et alors là, pour le coup, tu me fais la transition parfaite pour Raphaël, parce qu'il y a des contre-exemples quand même qui montrent que ça peut fonctionner ce système et qu'il faut nuancer un petit peu tout ça. Raphaël, on va prendre notamment, bah, il y a l'exemple de Curry que Florian vient d'énoncer. Curry avait un usage rate hallucinant, mais avec tout un effectif autour. C'était pas que Curry, tout ne passait pas par Curry. Parler de Draymond Green, il y avait Klay Thompson, enfin c'était vraiment tout un collectif. Et là en NBA, on a plutôt Giannis Antetokounmpo et les Bucks qui gagnent avec un Giannis surutilisé. Ouais, et bah pour l'exemple de Curry, bah là c'est clairement et même pour les deux, c'est un truc, c'est l'équipe autour en fait qui est construite, Bah, clairement. qui est très très bien construite et c'est pour ça que ça marche. Bah pour les Warriors sur plusieurs années, ils ont su s'adapter au style de jeu, aux différentes années, ils ont quand même gagné plusieurs titres. Donc là on parle d'une dynastie, c'est encore autre chose. Mais Curry est indécent, son niveau de basket est indécent depuis 6 7 ans, 8 ans même si on veut. Donc clairement, tu peux baser n'importe quoi sur lui, ça marchera. Et puis, comme tu le disais, il y a aussi Curry a un énorme usage rate, mais derrière, tu as Draymond Green qui peut monter la balle aussi. Donc tu as aussi un autre mec sur qui te poser si tu as un système en face qui fait que tu galères avec Curry. Donc clairement, un truc de cet ordre-là qui dit que bah, si on arrive à faire un mec qui a beaucoup la balle avec un usage rate énorme, mais derrière d'autres gars qui peuvent soit shooter dans les corners, soit monter la balle aussi, bah, ça peut marcher clairement. Et le même exemple avec les Bucks, cette année, Giannis est premier ex-aequo en termes de usage rate. Il est à 38,6, quasiment 40, c'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, les Bucks sont deuxième de l'Est, je crois pour l'instant à peu près.
Et clairement, ça marche parce que tu as l'équipe autour aussi. Même avec les absences, tu as Jrue Holiday qui est souvent absent, tu as Middleton qui est souvent absent, mais tu as des soldats absolus qui sont dans les corners pour aller te mettre tes tirs. Tu as des intérieurs hyper solides qui punissent finalement les adversaires parce qu'il y a très peu de rotations Ouais. intérieures qui peuvent lutter contre Portis, Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo. Donc il y a encore un autre truc. Et puis Giannis a beaucoup progressé à la passe, il est quasiment à 6 passes de moyenne. C'est un gars qui rend ses coéquipiers meilleurs, clairement. Donc ça, ils ont gagné un titre, peut-être pas avec un usage rate aussi énorme que les autres gars qu'on voit ici, mais avec un gars qui monte la balle tout le temps parce qu'il est ultra dominant physiquement aussi. Physiquement, t'as aucun mec dans la ligue qui peut arrêter Giannis Antetokounmpo parce qu'il est trop rapide, il est trop puissant, il a un combo qui est très intéressant et qui est impossible à stopper. Donc voilà, enfin, on peut baser son attaque là-dessus, on peut permettre de gagner des titres avec des choses comme ça, mais s'il y a quelque chose de l'ordre du surnaturel derrière, j'ai envie de te dire, Curry, il est surnaturel au tir, Giannis, il est surnaturel au niveau de son physique, donc il y a une histoire derrière, on peut pas faire que une histoire de ball handler premier et avec un usage rate énorme pour gagner, sans qu'il y ait quelque chose derrière, je pense. Au final, Florian, tout ça, toute cette réflexion, ça montre bien que c'est normal de baser son équipe et de baser son système sur un joueur dominant et sur une superstar. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont il est entouré. C'est ça, exactement. En fait, enfin, l'exemple des Bucks, il est intéressant parce que le point principal, c'est qu'ils ont une défense de malade mental. C'est-à-dire que ton système n'est pas basé que sur ton héliocentrisme d'un joueur qui domine. Donc moi, je m'inquiète pas pour ces équipes-là. Je m'inquiète pas non plus pour l'exemple des Warriors parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils sont dans une mauvaise passe. On sait très bien qu'ils vont pas rester comme ça. C'est un très mauvais moment pour les Warriors, mais ça va s'adapter. Mais pour nuancer, pour moi, il y a deux modèles. Il y a le modèle Dallas. On a un Luka Doncic qui est tellement dominant qu'on va lui donner la balle à 100% de nos possessions. Et il y a un modèle pour moi doit être favorisé, c'est l'ajout d'un second playmaker. C'est pour ça que je m'inquiète un peu moins pour les Atlanta, pour les Golden State, etc. Ce qu'a réussi à faire Atlanta et Cleveland et ce que n'a pas réussi à faire Dallas, c'est l'ajout d'un second playmaker de top niveau. Si je regarde là les meilleures attaques de la NBA, en prenant en compte l'offensive rating, les 5 meilleures attaques de la NBA, c'est Boston, dont une attaque qui est gérée par deux joueurs, Tatum, Brown. C'est les Kings, Fox, Sabonis. C'est Denver, Jokic, Michael Porter Jr., Jamal Murray. C'est Cleveland, Garland, Mitchell. Et c'est Phoenix, Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges. Donc en fait, on remarque que toutes les grandes attaques, il n'y a pas, évidemment, il y a un leader, comme tu le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas un seul joueur. C'est ultra important pour performer et en plus en playoff par la suite, d'avoir ce second playmaker. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour les Warriors. Il y a Jordan Poole, il y a Klay Thompson, il y a Andrew Wiggins, etc. Je ne m'inquiète pas pour les Hawks avec Dejounte Murray. Je ne m'inquiète pas pour Memphis avec Desmond Bane. Je m'inquiète beaucoup plus pour les Mavs, par contre. Doncic, j'ai regardé, c'est 91% de ses paniers qui ne sont pas assistés. C'est énorme. Et en fait, en playoff, ça va être entre énormes guillemets, parce que c'est Luka Doncic, facile à défendre. Donc on verra par la suite, mais ce modèle-là est... moi, je pourrais m'inquiéter un peu plus, en tout cas. Bon, en tout cas, les Mavs, ça ferait l'objet d'un très bon podcast. On pourra se faire ça assez rapidement. En tout cas, vous, dites-nous ce que vous pensez de cette dépendance un peu aux joueurs. On a vraiment pris l'exemple de Luka Doncic parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le plus parlant. Est-ce que ça vous inquiète, par exemple, si vous êtes fan des Mavs? En tout cas, ce sera un plaisir de vous répondre.